Salut Internet, Pierre-Louis pour te parler de mes 10 meilleures expériences de jeux de rôle de l'année. Et oui, c'est le top des meilleurs jeux de rôle de 2024. Cette année, plus que jamais, ça a été ultra difficile à établir parce que, Seigneur, j'ai tellement joué à des jeux de rôle cette année. J'ai joué à 32 jeux de rôle, 33 jeux de rôle cette année. Fait que ici, t'as tous les jeux de rôle que j'ai essayés. Ah, boy, c'est du stock. Un petit mot aussi pour saluer tous mes partenaires de One Shot. Vous avez été géniaux. Fait que Yannick, Dave, Richard, Bonbon Dur, Pépé, la gang des Tu-Games, les enfants du voisinage, merci. Merci pour ces super aventures-là. Avant de commencer la vidéo, un petit mot pour te dire qu'on approche du 10 000 abonnés. T'as-tu vu ça, le compteur? On est rendu tellement proche! Fait que si tu découvres la chaîne et que tu aimes les jeux de rôle, que tu aimes partager cette passion-là avec d'autres humains, ben laisse un commentaire pour savoir que t'es pas un bot. Puis abonne-toi. On va bientôt être à 10 000, puis c'est une frontière psychologique qui va vraiment, je sais pas, faire commencer 2025 du bon pied. En 10e place du top des meilleures expériences de l'année, on a The Job. The Job, la prémisse est quand même assez classique. On va interpréter des bandits. Donc des bandits qui vont devoir faire un grand coup. Très inspiré de Ocean's 11, ce genre de récit-là, de spécialistes qui s'assemblent, qui planifient leurs coups, qui vont chercher les ressources nécessaires pour cambrioler un musée, un casino, une banque. Mais vraiment, la grande force de The Job, c'est sa simplicité. À chaque fois qu'un personnage va tenter une action difficile, le maître de jeu peut lui demander de rouler 2 dés à 6 faces. Donc si on roule de 2 à 6 sur nos dés, ben ça fonctionne pas comme prévu. Et quand on échoue, on ajoute des dés au stack, à la pile de dés. Et au centre de la table, on va cumuler donc une pile de dés. On va vraiment les entasser, former une espèce de petite tourelle, un après l'autre. Et à chaque échec, c'est la représentation physique du plan qui devient de plus en plus chambranlant. Si vous voulez faire un one-shot dans le temps des fêtes, vous voulez faire jouer papa, maman, grand-maman, ben c'est le genre de jeu parfait. Oui, il y a des petits éléments mécaniques, on a chacun nos spécialités. Donc il y a des rôles comme la brute, le génie, le spécialiste des animaux, qui peut avoir un animal avec lui qui peut l'aider au fil du plan. Un petit singe dressé, un alligator, un ours polaire, que sais-je? Fait que oui, moi depuis Dread, je pense que j'avais pas eu autant un coup de cœur pour un petit jeu, un petit peu niaiseux. Fait que The Job, c'est très très bon. Ça fait la job. En 9e place, on a un choix controversé, puis j'ai hésité longtemps, je me disais, je le mets-tu dans le top, je le mets pas? Eh bien, il s'agit de Donjons et Dragons, les règles de 2024. Ça a été dur parce que j'ai testé beaucoup de jeux de rôle fantastiques à la Donjon Dragon cette année. Dagger Art, Draw Steel, DC20. Mais comme aucun de ces jeux-là est arrivé dans sa version finale, le seul jeu de rôle de type D&D que j'ai vraiment pu jouer, apprécier, que j'ai fait 1 million d'aventures avec, probablement le jeu que j'ai le plus joué cette année, ben c'est Donjon Dragon. C'est la grande force de D&D. Puis, quoi qu'on en dise, il y a très peu de jeux qui arrivent à le faire aussi bien que D&D. C'est son côté modulable. C'est super facile d'arriver avec D&D puis de rajouter des affaires ou d'enlever des affaires. Après ça, forcément, vous allez rencontrer des puristes qui vont dire comme « Non, l'équilibre est tellement précaire dans Donjon Dragon, vous devez... » Mais c'est faux, c'est absolument faux. Moi, concrètement, ça fait des années que je joue à Donjon Dragon avec une part des règles que j'enlève, que je rajoute. Je fais plein de systèmes maison. Je viens d'inventer un système de création d'objets magiques, puis je capote, puis j'ai le goût de continuer là-dedans. J'ai un joueur qui est arrivé à la table avec toute une nouvelle classe, un fabricant de jouets qui a transformé la plupart des effets de ses sorts, de ses cantrips, en petits objets qu'il pouvait donner aux joueurs. Puis ça n'a rien brisé, au contraire, ça a même enrichi notre expérience. Le nouveau set de règles est bien présenté, je trouve que les livres sont bien faits, ils sont mieux structurés, et le livre du joueur et le livre du maître.
Donc si vous apprenez à jouer à Donjon Dragon, c'est plus facile que jamais de prendre un de ces livres-là et de commencer à zéro, lire et comprendre. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de homebrew puis qui va modifier le système pour être vraiment au diapason de comment mes joueurs pratiquent l'activité. Et quand je suis avec un joueur très très technique, un groupe de joueurs qui veulent vraiment suivre les règles, qui connaissent tous les petits astérix, les petits bémols autour de certains sorts, certaines classes, ben à ce moment-là, c'est très facile de se reposer sur les règles qui fonctionnent bien, puis le jeu continue. Puis si au contraire, je suis avec des joueurs très narratifs qui font « Hey, je pourrais-tu faire ça? Je peux-tu grimper sur... Donjon Dragon est là pour m'accueillir! » Il n'y a aucun moment où je sens que les règles sont dans mes jambes. Puis quand ça l'est, je peux les tasser, puis le jeu continue. Après ça, il y a des défauts, là, je veux dire... Oui, ça arrive que parfois on a l'impression que les combats s'étirent un petit peu, puis les nouvelles mécaniques d'outils, de spécialisation martiale renforcent un peu ce sentiment-là que ben, tu peux passer un petit moment à déterminer ça va être quoi l'action parfaite. Puis des combats de 1h30, 2 heures, j'en ai vécu cette année. Mais hey, avec l'expérience, moi j'aime ça. 1h30, 2 heures de combat intense, le fun, où il y a de la tension, où les personnages perdent connaissance, sont sauvés à la dernière minute, où il y a une idée originale qui sort des règles en faisant « Je peux-tu désamorcer cette rune-là en essayant de comprendre c'est quoi la forme qu'elle a? Je peux-tu l'effacer? Oui, oui, vas-y, go! » J'ai eu tellement de beaux moments dans ma campagne de Lookout, qui était notre campagne qu'on a fait dans le cours de jeu de rôle. Fait que j'aimerais ça remercier tous les participants parce que vous avez été super généreux, vous avez des personnages intéressants, puis vous avez fait de cette aventure-là quelque chose de mémorable. Fait que merci tout le monde! Donjon Dragon, ça existe! En 8e place, comme le veut la tradition, à chaque année, il faut que j'ajoute à mon top un Borg. Fait que un système compatible avec Morkborg. Et cette année, ça a été difficile parce que j'en ai testé 2, Vastgrim et Pirate Borg. Mais je dois dire que juste au niveau du contenu du livre, ma préférence va à Pirate Borg. Tellement un bel ouvrage, incroyable, vraiment. Mais j'adore, tout le volume te donne tellement de ressources pour créer une aventure à la Pirate des Caraïbes avec une touche sombre, dark. Moi, j'ai roulé une mini-campagne de Pirate Borg où on explorait la citadelle d'Obsidienne, qui est un petit supplément pour OSE des Merry Mushmen. Superbe petite aventure. On explore une île maudite où il y a une flotte complète qui a été dévastée par un phénomène magique incompréhensible. Donc on arrive dans une baie qui est remplie de navires coulés. Sur la plage, il y a plein de choses mystérieuses et on arrive finalement dans la citadelle d'Obsidienne, le cœur du mystère. Moi, mon gros coup de cœur, c'est les classes de personnages. Donc que ce soit le boucanier, le sorcier, le corsaire, le flibustier, il y a plein de classes qui ont toute une touche unique qui font de vous soit un tank, un survivaliste, et surtout, mon coup de cœur, ce sont les classes surnaturelles. Donc, vous pouvez jouer un pirate qui a été maudit et qui est devenu un animal conscient, comme un perroquet qui parle, par exemple. Et vous avez aussi des personnages maudits qui sont des fantômes, des spectres, des possédés, des squelettes. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est une touche de personnage que tu veux tellement, tellement, tellement jouer. On est ultra fragile dans Pirate Borg. Fait que sachez-le, là, c'est... il faut accepter le fait que ça se peut que ton personnage meure lors de la première rencontre. Quand même, c'est tellement le fun parce qu'on sentait l'aspect qu'on est fragile, il y a une tension en tout temps. Petit aussi shout-out pour le système de combat de bateau. Nous, on a joué avec des petites figurines de bateau qu'on déplaçait avec des réglettes. Super simple. Tout le monde est impliqué aussi, fait que rien à voir avec les règles, par exemple, de Donjon Dragon dans les combats de bateau qui sont lourdes, qui font pas de sens. Non. Pirate Borg, c'est super breezy, agréable, rapide. Mes enfants ont compris le concept. Puis tout le monde a une action à faire sur le bateau. Fait que est-ce que tu vas donner des ordres aux canonniers? Vas-tu tenir la barre? Vas-tu essayer de réparer une voie d'eau? C'est super. Puis tu travailles sur ton bateau. Ton bateau devient un élément important du party, du groupe. Tu donnes un nom à ton bateau, tu le répares, tu nommes ton équipage. Ton équipage a un certain degré de compétence. Fait que oui, allez vraiment voir ça. Si vous voulez un jeu de rôle pirate, simple, rapide, intense, Pirate Borg, c'est awesome. 7e place, on a un jeu
J'ai hésité parce que j'ai pas joué autant que je voudrais, mais ce jeu-là, j'y repense tout le temps. Puis à chaque fois que j'ai fait le pitch, il y a plein de gens autour de moi qui ont fait « Faut jouer à ça, c'est trop cool ». Ça s'appelle Conspiracist. C'est un jeu de conspiration simple à l'extrême, ok? C'est un jeu dans lequel on est des agents d'une espèce d'organisation qui lutte contre les Illuminati, les reptiliens, l'État profond. C'est vraiment le genre de jeu où on lutte contre des conspirations imaginaires. Tu sais, le jeu te fait miroiter que tu travailles pour une agence du gouvernement ou un groupe secret, mais plus tu avances dans le jeu, puis toutes les mécaniques te font toujours douter, puis tu te dis, on travaille-tu vraiment pour une entité ou on est juste en plein délire paranoïaque? C'est vraiment chouette, puis c'est un jeu où il y a beaucoup d'improvisation. Fait que le maître de jeu vous propose au départ un prompt, une espèce de, comment dire, un point de départ à l'aventure. Un message crypté qui peut laisser voir qu'il y a un lien avec une conspiration. Par exemple, nous, on avait reçu comme un flyer de la ville de Montréal qui nous parlait de l'importance de faire pousser notre herbe dans notre jardin. Puis c'est le genre de jeu où la blague, c'est de te forcer à penser en conspirationniste. Et tu te dis, pourquoi la ville a intérêt que je fasse pousser mon gazon? Y a-tu quelque chose dans le gazon? Et là, tu te mets à faire des liens. Et c'est un jeu où tout n'est que lien. Puis tu suis un fil imaginaire qui est bien sûr absurde, puis qui fait pas de sens. Puis c'est vraiment le genre de jeu pour ceux qui ont envie de brainstormer des conspirations folles. Le système est assez léger, là. Pensez pas que c'est un jeu de rôle à la Donjon Dragon ou Pathfinder. C'est vraiment des petits trucs de one-shot. Il n'y a pas beaucoup de jets de dés. C'est vraiment plus un jeu d'improvisation, un jeu narratif pour se moquer un peu au deuxième degré des conspirations célèbres du web. C'est très accessible, drôle, simple, ça se roule tout seul. 6e place, on a... Ok, c'est un jeu de rôle qui est vraiment pas sorti cette année, je le sais. J'adore cet univers-là. Il y a un film qui est sorti cette année, puis ça m'a redonné le goût de jouer, c'est Alien, le jeu de rôle. Fait qu'Alien, le jeu de rôle, par Free League, c'est un jeu qui utilise leur système, qu'ils utilisent à toutes les sauces, le Year Zero System. Fait qu'on va jouer dans l'univers de Alien. Fait que oui, les fameux films d'horreur où on doit survivre dans l'espace, dans des stations spatiales abandonnées, remplies de créatures extraterrestres qui veulent nous bouffer puis pondre des trucs à l'intérieur de notre estomac. Fait qu'on est un Marine, on est un scientifique, on est quelqu'un qui travaille pour une corporation sans âme, et on s'en va explorer des lieux abandonnés où il se passe des trucs louches. Le gros coup de cœur pour Alien que j'ai, moi, ce sont les aventures. Fait qu'on a roulé, c'est pas Chariots of Fire, c'est Hearts of Darkness, avec Pierre-Philippe de la chaîne Coup Critique. Fait que vous irez voir cette aventure-là. C'était vraiment le fun. Puis on a roulé ça de façon cinématographique. Parce qu'il y a deux façons de jouer à Alien. Tu peux jouer en one-shot, cinématographique, fait que c'est comme une structure en 3 actes, comme un film. Ou tu peux jouer en campagne, puis suivre par exemple des colons qui découvrent une nouvelle planète puis qui essayent de s'installer et de survivre. J'ai été convaincu, j'adore les petites campagnes. Puis la petite campagne de Alien, là, explorer une station spatiale abandonnée au bord d'un trou noir. J'ai adoré cette aventure-là, je trouve que le système est très bon. L'idée, c'est qu'on cumule graduellement du stress tout au long de l'aventure. Et ce stress-là, chaque point de stress nous donne des dés supplémentaires à rouler, donc on devient meilleur. Parce qu'on a plus d'adrénaline, on veut survivre, on est de plus en plus sur le qui-vive. Mais à chaque fois qu'on roule des 1 sur les dés de stress, on doit rouler sur la table de panique. Et plus on a de stress, plus on a de chance d'avoir une réaction surdémesurée à ce qui arrive. Souvent, ça impliquait qu'on tremblait de façon incontrôlable. Mais des fois, on a eu des moments où on était incapable d'agir. Parfois, on devait fuir. Parfois, on devait attaquer la première chose qu'on voyait. Fait que c'est vraiment le genre de jeu qui te met dans une situation où t'es toujours en train de shaker puis de faire comme « Hey man, je suis tellement sur le bord de perdre le contrôle. » C'est ça qui est le fun, c'est un push your luck de jusqu'où tu peux aller dans cette aventure-là sans perdre le contrôle. Fait que j'adore Alien, j'adore les scénarios, j'adore Pépé comme maître de jeu pour rouler de l'horreur. Fait que vous irez voir ça, c'était juste tellement le fun. Fait que oui, vraiment Alien, gros coup de cœur.
5e place, écoute, c'est drôle qu'ils soient aussi près l'un de l'autre, parce que c'est deux jeux très similaires, mais je pense que c'est un meilleur jeu. Il s'agit de Mothership. C'est un jeu de survie dans l'espace, un jeu d'horreur spatiale, donc oui, très similaire à Alien, mais je pense que le jeu comme tel est meilleur, dans le sens que un personnage se crée ultra rapidement. Les combats sont quand même assez corsés. Il y a vraiment une possibilité, le jeu te fait miroiter, que tu vas peut-être pouvoir te battre contre les extraterrestres que tu rencontres. Tu as une jauge de points de vie qui ressemble un peu à une jauge de points de vie de jeux vidéo. Puis à chaque fois que tu vides cette jauge de points de vie-là, tu reçois une blessure. Ah! La plupart du temps, ces blessures-là sont handicapantes, mais t'es correct. Mais il reste toujours la possibilité que ce soit une blessure mortelle. Fait que ta jauge de points de vie, tu sais que t'en as quelques-unes, là. Tu peux la vider quelques fois, tu peux recevoir quelques blessures avant que ce soit game over. Puis, moi, il y a vraiment cette allégorie de jeu vidéo-là qui me vient parce que il y a tellement des trucs cool là-dedans. Les armes sont chouettes, l'équipement est chouette. T'as des stim packs que tu peux te piquer pour te guérir puis kicker avec de l'adrénaline. Mais tu peux faire une overdose de stim pack. Fait qu'à chaque fois que tu te redonnes de la vie avec un stim pack, tu roules un des 10 et t'essayes d'obtenir au-dessus de ton nombre d'usages quotidiens de stim pack. Parce que si tu as roulé 2 stim packs puis tu roules un, tu fais une overdose. Puis ça se peut que ça te tue. Et à chaque fois qu'un joueur est dans une situation où il reçoit une blessure mortelle, on va rouler un des 10 en dessous d'un récipient. Fait que ça peut être une boîte, un verre, quelque chose de pack. Puis l'idée, c'est que le destin du joueur repose en dessous de ce récipient-là. Et quand un des joueurs va tourner le corps du pauvre innocent qui a été jeté au sol par la créature, ben on retire le verre puis on découvre le résultat. On le compare à une table, puis ça va nous dire, est-ce que t'es mort, déchiqueté? T'as-tu perdu un organe? Est-ce qu'il te reste 1 minute à vivre? J'adore Mothership, mais je trouve qu'il y a vraiment une super communauté autour aussi. Il y a plein de suppléments qui sont genre à se pitcher par terre, des trucs qui ont été faits par des amateurs, par des maisons d'édition indépendantes, des aventures de voyage dans le temps, des aventures d'horreur, où tu dois trouver des fantômes, des zombies, des démons de l'espace. Et s'il y a un jeu qui peut vraiment faire de vous un meilleur maître de jeu, c'est vraiment Mothership. Le guide du Warden, le petit guide qui est comme leur équivalent du guide du maître, c'est un masterclass. Dans n'importe quel jeu de rôle, tu veux lire ça, ça te met tellement la table pour c'est quoi vraiment rouler un jeu de rôle, comment est-ce que tu prépares, comment est-ce que tu peux improviser les différents types de scénarios. Ça n'a pas toujours besoin d'être un combat, il y a toujours besoin d'avoir de l'attention, il faut qu'il y ait des enjeux. C'est tellement bien écrit. C'est pas un gros volume, là, mais c'est un volume qui est ultra efficace. Sean McCoy, créateur du jeu, c'est vraiment un puits de sagesse pour ceux qui aiment les jeux de rôle. Les jeux de rôle d'horreur, mais les jeux de rôle en général. Fait que oui, si vous avez un livre du maître à acheter cette année, achetez pas celui de Wizard of the Coast, achetez le Guide du Warden de Mothership. En 4e place, je pense que c'est un petit plaisir coupable parce que je suis convaincu que il y a beaucoup de gens qui aimeront pas ce jeu-là. Fait que prenez pas ça comme une recommandation. Prenez le temps de vous instruire sur le jeu avant de vous pitcher, mais moi, ça a connecté avec l'enfant intérieur. C'est Marvel RPG, le jeu de rôle du multivers de Marvel. Fait que c'est un drôle de produit, le livre est un peu étrange, j'ai subi toutes sortes d'itérations. Fait que c'est un jeu de Matt Forbeck, puis le but c'est juste d'incarner les héros célèbres de Marvel! Fait que vous pouvez jouer Spider-Man, Wolverine, Vision, Juggernaut, ils sont tous là. Puis toutes les configurations sont possibles. Si vous voulez jouer Venom, puis travailler avec Spider-Man, vous pouvez! Si vous voulez créer un univers parallèle dans lequel il y a un paquet de Spider-Man qui collaborent ensemble, vous pouvez! Si vous voulez créer un scénario à la X-Men, où c'est une mission où il y a plein de jeunes cadets niveau 1 qui sont envoyés dans leur première mission, ben vous pouvez créer votre propre super-héros de Marvel. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de super jeux de rôle de héros, mais ici ce que j'aime, c'est qu'on s'approche un petit peu plus de Donjon Dragon. Vous avez une action de déplacement à votre tour, vous avez une action standard, vous avez une réaction. Chaque héros a plusieurs pouvoirs qui sont des sorts, probablement. C'est un peu l'équivalent de ça. Fait que c'est une action spéciale que vous seul pouvez prendre pour jeter un ennemi dans une toile, ou pour, par exemple,
faire une attaque spéciale qui attaque tout le monde autour de vous, pour faire apparaître un mur, faire apparaître une illusion. Fait qu'ils ont vraiment pris les pouvoirs des super-héros puis ils les ont encadrés dans le jargon technique qu'on reconnaît de D&D Pathfinder. Ça peut être déroutant parce que dès que tu reçois la feuille de Spider-Man, t'es bombardé de peut-être 12 pouvoirs uniques. Les feuilles de personnages aussi sont plus ou moins bien présentées. Ça va prendre beaucoup de préparation pour aller chercher chaque pouvoir dans le livre et retranscrire ce que ça fait en termes de gameplay, de jeu. C'est vraiment un jeu crunchy, là. Beaucoup de règles. Le système, c'est 3D6 qu'on lance, on totalise le résultat des 3D, on ajoute nos modificateurs et on vérifie contre un seuil de difficulté. Je pense que le fait que ça soit 3D6 fait qu'il y a une belle courbe assez plate dans la possibilité de résultat. Fait qu'on réussit souvent. C'est bien rare qu'on roule 3-1, tu comprends? Fait qu'on se sent vraiment comme des héros, puis même à la limite, des fois, comme maître de jeu, là, si tu veux les mettre au défi, il faut que tu sortes des vraiment gros vilains, puis une armée de mignons, parce que sinon, un vilain seul contre une armée de héros se fait souvent régler son compte, je vous dirais. Mais à part ça, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. On a en ce moment un one-shot sur notre page Patreon. Fait que si vous voulez aller voir l'épisode 1 dans la description, et le reste sur notre Patreon. Fait qu'allez voir ça, c'est bien cool. Troisième place, Spire. That City Must Fall. C'est un jeu de rôle dans lequel on incarne des draws dans une tour, une archéologie, là, une espèce d'immense structure, grosse comme une ville au complet. Donc on a été vaincu par des grands elfes venus du nord qui ont pris le contrôle complet de la tour. Et comme draws, on vit donc sous l'oppression de cet occupant, cette force d'occupation qui dicte maintenant ce qui est permis, ce qui n'est pas permis au sein de la tour. Fait que ça joue avec des thématiques vraiment délicates. Et nous, on incarne des rebelles, des draws qui décident qu'ils en ont assez, qui vont rejoindre la confrérie, une espèce de groupe mystique qui cherche à reprendre le contrôle de la ville pour les draws. Le truc sur lequel tout repose, c'est qu'on sait au début de l'aventure qu'on va se lancer dans cette croisade, mais qu'elle est perdue d'avance. Parce que c'est un peu écrit dans le ciel qu'à la fin de cette aventure-là, on va mourir. Notre personnage va laisser sa vie dans cette tentative de rébellion. Puis c'est génial parce que le jeu, c'est un petit système D10 où à chaque fois qu'on tente quelque chose de risqué, donc il peut mettre notre identité secrète en jeu, acheter une arme sur le marché noir, demander à notre voisin s'il sait quelque chose concernant la garde, ou juste essayer d'escalader un mur, tu sais, dans un quartier où il y a des gens qui peuvent nous voir puis qui peuvent nous dénoncer, on lance un D10 et on a ensuite un succès. Alors à ce moment-là, peut-être qu'on s'en sort sans stress, on a été capable, il n'y a personne qui nous a vus. Ou on a peut-être un succès mitigé. Donc, on réussit à faire ce qu'on veut, mais on reçoit une certaine dose de stress. Il y a plein de stress dans ce jeu-là qui s'accumule, donc que ce soit le stress monétaire, le stress de shadow, donc on va de plus en plus exposer notre identité secrète. Ça peut être un stress aussi de blood, donc notre sang, notre corps, on devient épuisé, peut-être plus capable d'avancer, notre stress mental. Est-ce qu'on a peur d'exposer notre famille? On n'en peut plus. On est épuisé, drainé, fatigué. Et ça s'accumule et éventuellement, il va y avoir des fallout. Fait que les fallout, c'est quand ton stress arrive à un certain niveau, tu fais un jet de fallout pour voir s'il y a un fallout. Et si c'est le cas, tu vas gagner un truc qui va changer ta vie pour toujours. Est-ce que c'est une amputation? Est-ce que c'était sur une liste maintenant et le gouvernement te surveille? Est-ce que c'était emprisonné, condamné à mort? Il y a des fallouts qui sont extrêmes. C'est un jeu qui est vraiment un slow burn. Fait qu'au départ, on sent qu'on est correct, qu'on va s'en sortir. Parce que le stress s'accumule lentement. Il y a plein de façons de diminuer nos stress. Fait qu'au début, on jongle avec ça, puis on est comme « Ah, je suis parfait, on va s'en sortir. » Même moi, dans notre campagne de Spire, je me disais « Ça va être trop facile. » Ils s'en sortent, ils jouent sur leur spécialité, et soudainement, il y a une partie où tout a brisé, là. Puis c'est ça qui est beau de ce jeu-là, c'est que tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers parce que c'est un monde cruel et dur où même les mieux placés peuvent tomber en une action déplacée, en une parole déplacée, condamné à mort. Tout le groupe a essayé de sauver cet individu-là, mais ils ont été attaqués par des gardes dans une ruelle. Il y a un de mes joueurs qui a été stabé au plein milieu du cœur, qui a dû faire un sacrifice de son âme pour rester en vie. C'est ça qui est chouette, c'est que le jeu
te laisse pas mourir facilement. Tu vas accumuler des blessures qui sont toutes narrativement intéressantes, puis qui rendent ton personnage plus complexe, plus riche, plus deep, jusqu'à la finale, où finalement ces blessures-là ont raison de toi. C'est tellement beau, j'ai eu tellement de fun, c'est tellement une belle histoire. Vous voulez écrire une histoire épique en 7 ou 8 sessions de jeu, jouer à Spire, c'est juste extraordinaire. En deuxième place, on a un petit jeu indépendant que j'ai découvert à la toute fin de l'année grâce à Queen's Quest. Si vous connaissez pas Queen de Shut Up and Sit Down, il y a maintenant un channel où il fait des critiques de jeux de rôle et c'est vraiment la signature Shut Up and Sit Down. C'est vraiment très drôle! En deuxième place, il s'agit de Slug Blaster. Slug Blaster, c'est un jeu de rôle dans lequel on incarne des adolescents qui vont devoir faire des aventures de skateboard à travers le multivers. Oui, c'est un monde parallèle dans lequel on a découvert une technologie qui permet d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Et comme de raison, cette technologie-là a été utilisée par beaucoup d'ados pour ouvrir des portails qui mènent dans des dimensions weird, puis ils vont là-bas pour faire des vidéos de skate, mettre ça en ligne dans l'espoir de devenir célèbres. Fait que c'est un jeu de rôle sur toute la folie de l'adolescence, le désir d'appartenir à une contre-culture, mais surtout, pis ça c'est ce que j'adore du jeu, c'est un jeu de rôle sur leurs parents qui détestent les slug blasting. Parce que slug blasting, c'est d'aller dans d'autres dimensions, de zapper des créatures comme des grosses limaces géantes à coups de rayons laser illégaux. Le système s'inspire beaucoup de Blades in the Dark, donc on va lancer au départ, quand on tente de faire une action difficile, un dé à 6 faces. Si on obtient un 6, c'est un succès. Si on obtient 5 ou 6, c'est un succès, mais la situation va se complexifier. Donc, soit il va y avoir une difficulté imposée par le maître de jeu, soit on va recevoir un slam! Et un slam, c'est une blessure que notre personnage reçoit. Ça peut être une blessure physique, psychologique. C'est par exemple un slam qu'un de mes joueurs a reçu, c'est qu'il était boueux. Donc, il y a un de ses rivaux qui est arrivé en finissant une passe de skateboard juste devant lui et qui a envoyé toute la fange du marais en plein visage. Il y a un cycle intéressant à chaque partie de Slug Blaster. On commence une run. Et la run, c'est juste de faire des maudites niaiseries. Fait que toutes les tricks sont valides. Puis moi, c'est ce que j'aime comme maître de jeu, c'est tout ce que tu as besoin de préparer, c'est un environnement qui inspire le mauvais coup. Ça peut être une jungle où est-ce qu'il y a plein de vieilles ruines contenant des robots anciens, gigantesques, dans lesquels on peut s'installer pour faire des passes de Gundam vraiment chouettes. Et une fois qu'on a vécu ces aventures pas croyables, on rentre chez nous et on fait face à nos parents. Alors tout au long de l'aventure, à chaque fois qu'on reçoit un slam, on peut dire « Nope ». Et quand on dit « Nope », on reçoit à la place du trouble. Le trouble, c'est une ressource qui s'accumule et à la fin de chaque run, on lance des dés. Et plus on a de troubles, plus on a de chances d'avoir un problème avec nos parents. C'est tellement inspirant, l'univers est tellement imaginatif. Ça me fait penser à Scott Pilgrim contre le monde, Adventure Time. C'est un mélange de tout plein d'univers qui me plaisent énormément. Puis j'ai joué à ça avec des enfants. Donc on a joué avec un gros groupe de 5 joueurs, de jeunes enfants qui avaient 10 ans. Et ils interprétaient des personnages, des ados de 14-15 ans. Fait que pour eux, c'était comme « Wow man, on est des ados, on a des téléphones, on a des libertés. » Et j'ai joué avec des adultes où soudainement, il y a toute une notion un peu de nostalgie, doux amer. Sentir que ces personnages-là ont des rêves, des espoirs, mais que peut-être ils vont devoir faire face à la réalité un jour. Fait que c'est vraiment génial. Les histoires que ça raconte, c'est un jeu qui est hautement narratif, techniquement impressionnant. Fait que oui, un des meilleurs jeux de l'année, puis probablement un des jeux qui va rester avec moi le plus longtemps que j'ai découvert en 2024. Et mon jeu préféré de l'année, ça a été dur parce que c'est pratiquement le même jeu qu'un autre dans la liste, mais c'était tellement spécial que ça peut pas faire autrement que de devenir un de mes jeux préférés. C'est Heart, The City Beneath. C'est un jeu de rôle dans le même univers que Spire. Donc c'est le même système, ou presque, mais plutôt que de jouer des rebelles, comme dans Spire, on va jouer des aventuriers qui s'aventurent dans les profondeurs du sous-sol de la tour de Spire. Puis ce sous-sol-là, c'est pas comme un petit sous-sol, c'est pas un vide sanitaire, là. C'est un
sous-sol qui est apparu, on ne sait pas comment, qui fourmille de créatures impossibles, de pièces qui sont des dimensions parallèles. Puis c'est le même concept que dans Spire, tu sais dès le départ que ton personnage est condamné. Ou presque. Donc tu plonges dans ces profondeurs-là, mais la première chose que tu dois te poser, c'est pourquoi? Alors ton personnage, sa classe, est vraiment axée sur la raison pourquoi il descend dans les profondeurs. Est-ce que tu fais des rêves concernant le sous-sol qui t'appelle, qui t'attire? Est-ce que tu es un magicien qui a développé une dépendance à la magie toujours plus puissante et qui doit aller chercher ces effets-là dans le sous-sol de la tour? C'est un système des 10. Tu lances, tu obtiens des succès mitigés, des succès complets ou des échecs. Et à chaque fois que tu accumules du stress sur différentes pistes. Donc un peu la même chose avec Blood, Mind. Vous avez quelque chose qui s'appelle ici Weird, je pense. Donc c'est un stress qui lentement te fait devenir de plus en plus bizarre. C'est comme si le donjon avait un effet sur ton corps et lentement tu devenais plus toi-même. Les classes sont extraordinaires, puis je sais pas si je l'ai assez dit dans Spire, là, mais dans Art, c'est évident. La force de ce jeu-là, c'est que le jeu te donne des pouvoirs qui sont juste tellement larges. Le pouvoir d'un de mes joueurs, c'était de semer le chaos dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. Fait qu'il pouvait faire un speech au milieu d'une place publique, et s'il obtenait un succès, tous ceux qui l'avaient entendu devenaient complètement chaotiques. Puis il créait lentement un culte avec cette habileté-là, et ce qui est chouette, c'est que pour monter en niveau dans Art, tu dois faire des beats narratifs. Puis les défis narratifs là, ont pas de sens. Là. Ça peut être tuer un personnage non-joueur que tout le monde aime, ça peut être mettre feu et sang à un village de l'Ombre-Terre, ça peut être manger quelque chose qui vient du donjon. Fait que tu pousses avec le maître de jeu pour essayer d'accomplir ces défis narratifs-là, et à chaque fois que tu y touches, tu développes un nouveau pouvoir. Puis c'est fou! Puis on peut jamais savoir où l'histoire va aller, parce que les pouvoirs des joueurs sont tellement puissants que même si toi tu as une idée de ce qui pourrait arriver, ils vont te surprendre avec « Hey, by the way, je suis capable de lire l'avenir. Fait que dis-nous ce qui va arriver. » Mais je vous dis ça, c'est dans un bon sens. C'est stimulant, le jeu encadre bien ses pouvoirs dingues. Probablement un de mes jeux préférés que j'ai joué de mémoire. Puis écoute Internet, si ça t'intéresse, je vais laisser l'épisode 1 ici dans la description. Et cadeau du temps des fêtes, notre mini-campagne de Art va être diffusée sur YouTube à tous pendant le temps des fêtes. Donc ici, là, jusqu'à la fin du temps des fêtes, vous devriez avoir l'entièreté de cette quête épique où Carianne, Raphaël et Jérémy sont descendus jusqu'au cœur du cœur. Fait que voilà Internet, écoute, c'est un tour d'horizon de mes meilleures expériences jeux de rôle de l'année. Je suis curieux, quelles sont vos meilleures expériences jeux de rôle de l'année? Avez-vous découvert quelque chose? Quelque chose qu'on doit essayer? Ça a été une année un peu folle pour Etugame, comme vous l'avez peut-être vu, autant du côté jeu de rôle que du côté jeu de société. Fait que n'hésitez pas si on vous a fait rire, si on vous a touché, si on vous a aidé à traverser les moments difficiles de 2024. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour nous aider à continuer la chaîne, que ce soit de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire pour faire savoir que vous êtes un humain et qu'on raconte pas tout ça dans le vide. Et si vous voulez vraiment nous dire un gros merci, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Fait que là-bas, vous allez trouver plein de collections uniques de vidéos, des one-shots où on a joué à Marvel Champions, Mothership, bientôt Avatar, le jeu de rôle, puis toute ma campagne de la tombe de l'annihilation. On traverse le donjon mortel de la 5e édition avec mes amis. Puis moi, je vous souhaite à tous une bonne année 2025, un bon temps des fêtes, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres petites folies!